Bonjour, Salut Amandine. ça va Martin? Oui, et toi, tu vas bien? Ouais, très bien, merci. Ravie d'être là. Ah bah, de même, de même, de même. On se donne encore quelques minutes avant de démarrer pour pas démarrer quand même avant 13h, parce qu'on a dit aux participants à 13h, même s'il y a quelques personnes déjà qui sont connectées, ça me fait plaisir. Ce que je te propose, Amandine, c'est que je vais évidemment introduire bah, qui je suis, pourquoi le Bourbier, ce qu'on fait à travers tout ça, te présenter rapidement et je laisserai évidemment tout le plaisir d'étayer un petit peu qui tu es, ton parcours et ce qu'est Miracle, comme on s'était dit. Après, je te laisse démarrer et comme je disais, je prendrai toutes les questions et en même temps, j'essaierai de faire le petit curieux et le travail de journaliste à mon humble échelle. C'est pas mon métier, Ok. mais ça fait toujours plaisir de se mettre dans la peau du curieux. Et je te laisserai partager aussi, si tu veux, la présentation. Hein, tu as vu, tu as, un bouton de manière assez simple au centre. Bien sûr. Allez, c'est parti dans ce cas. On se donne 2 petites minutes et on démarre. Je vais chercher de quoi me substanter, un peu d'eau. Allez, ça marche. J'ai une question très importante. Ce qu'on voit derrière toi, c'est des cartes postales, c'est un tableau de squad. Qu'est-ce donc? Non, c'est que c'est un. Chez Advisory, on a monté une fondation, tu sais, pour soutenir des activités RSE. Et on a fait un atelier qui est sympa, que si tu n'as jamais fait, je t'invite à faire. C'est très, très, très cool. Ça s'appelle une fresque du climat. Et c'est lié au GIEC. Et en fait, tu as tous les phénomènes climatiques. Et ça te permet en fait de replacer cet ensemble dans une fresque de cause à effet. C'est hyper intéressant. Tu apprends plein de trucs. Puis c'est assez cool. Hein. Ça se veut pas non plus un exercice d'ultra expert. Donc c'est très, très intéressant. Et puis ça fait un Ok, petit atelier, tu vois, on facilite différemment. C'est cool. ok, intéressant. Ça change les story mapping. Ouais, tu m'étonnes. Ok, bon, bah, je propose qu'on démarre. Du coup, bah, merci à tous d'être là et pour ceux qui sont à l'heure. Du coup, pour me présenter, donc, je suis Martin Canton-Loga, le CEO et cofondateur d'Upvisory. J'ai le plaisir d'accueillir Amandine Aubry, qui est, si je ne me trompe pas, hein, tu me corriges, Product Director chez Miracle. Donc, merci Amandine de te rendre disponible entre 13 et 14 heures pour venir nous présenter un sujet et un bourbier, surtout, on va en parler, et de nous accorder du coup tout ce temps et du travail, parce qu'on sait que c'est quand même du travail de recapitaliser autour d'un problème.
Pour faire très très rapide, donc qui nous sommes chez nous, chez Advisory, donc on est une agence conseil spécialisée dans le product management. On aide des clients, startups, scale-up, grands groupes, administrations, à penser, accompagner, réaliser des produits digitaux à succès. On l'espère avec le meilleur collectif possible de product managers, product owners, coach produit, product designer et développeurs, j'en passe, pour également accompagner sur des squads voilà, produits nos clients. On fait aussi de la formation avec le campus par Advisory. Et du coup, dans le cadre de cette formation, on fait beaucoup d'évangélisation sur des problèmes vécus par du coup des product companies comme Miracle. Et du coup, c'est Amandine qui s'y colle avec le Bourbier. J'en profite en 30 secondes pour remercier Anne-Valérie Rosier qui anime toutes ces sessions-là et qui est la pierre angulaire de la gestion de tout ça et qui nous a mis en relation. Donc merci Anouar et Amandine, je te laisse la main, te présenter et nous expliquer un petit peu quelle a été la problématique que tu as vécue chez Miracle et comment vous avez réussi à la tacler et qu'est-ce que vous en avez appris. Et je sais que le sujet est très très intéressant et du coup je me ferai l'avocat, le porte-parole de tout le monde pour prendre les questions. Et évidemment, comme je disais, je jouerai le petit jeu du journaliste avec plein de questions parce que j'ai été hyper curieux et ton sujet est passionnant. Donc, je te laisse démarrer, Amandine. Quelle annonce! Ça marche. Eh bien, bonjour à tous. C'est parti donc pour le Bourbier API First, API as a Product. Alors, pour commencer, de mon côté, je suis donc Product Director chez Miracle sur l'un des 4 gros produits de Miracle qui est donc Miracle Connect. J'y suis depuis février 2021. Et le fil rouge de ma carrière, c'est plutôt le lancement de nouvelles lignes business. Alors, je m'explique. Auparavant, chez Cdiscount, j'étais Product Director sur la partie advertising, qui était le lancement d'un produit pour permettre à des vendeurs de créer leur campagne de produits sponsorisés. Avant cela, sur la marketplace de Cdiscount. Et avant ça, absolument aucun rapport, sur du conseil en fusion-acquisition. Mais dans tout ça, c'est à chaque fois le lancement d'une nouvelle ligne business, que ce soit au travers d'une acquisition ou d'un produit. Voilà pour moi. Je passe rapidement sur le contexte. Donc, il y a 2 parties à cette présentation. Premièrement, je vais vous expliquer ce que c'est que Miracle, parce que c'est quand même intéressant pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore Miracle. Et la deuxième partie sera la plus grosse partie de cette présentation sur le fameux bourbier. Alors, mon objectif caché, c'est que vous soyez capable de pitcher Miracle à vos parents. Sachez que c'est un challenge pour chaque employé de Miracle. Donc, vous allez voir, on va y arriver. Premier point, donc qu'est-ce que c'est Miracle? C'est une entreprise qui permet, c'est une boîte de tech qui permet à des entreprises de lancer leur marketplace. En quelques chiffres, il y a 4,3 milliards de ventes qui passent aujourd'hui, en 2021, au travers de Miracle. Il y a une très forte croissance de plus 100% versus l'année précédente. Il y a plus de 300 clients Miracle et on est aujourd'hui plus de 700 dans l'équipe Miracle avec une très forte croissance de l'équipe. Et si vous avez entendu parler de Miracle, c'est certainement du fait de ce dernier chiffre que vous voyez en bas. On a eu une levée de fonds, la dernière en date, donc on a eu plusieurs. Hein. La dernière en date est celle de septembre dernier avec 555 millions de dollars. Et si vous ne connaissez pas Miracle et le business de Miracle en soi, vous devez connaître la plupart des clients Miracle. Vous avez des exemples en logo à droite. Donc, Carrefour, Auchan, on a des Galeries Lafayette, El Corte Inglés, Fnac Darty, Maison du Monde, Leroy Merlin. On est de plus en plus présent sur tout ce qui est fashion. Donc là, il y a iPhone, il y a Decathlon, il y a Joules, et aussi sur des business models un peu différents qui sont des business models B2B. Autant vous dire qu'en effet, la marketplace d'Airbus Hélicoptère, elle ne ressemble pas vraiment à celle de Darty. Donc, c'est des business models différents, c'est diversifié. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que fait Miracle dans les faits? Lorsque un client lance sa marketplace, ça passe par 4 grosses étapes. La première, c'est qu'il y a des équipes chez Miracle qui aident le client, par exemple Conforama, à faire le business plan, le business case, pour identifier l'opportunité business derrière le lancement de cette marketplace. Ensuite, l'étape 2, le design, on passe dans comment faire en sorte que cette opportunité, elle prenne vie. Ensuite, troisième étape, le build. Et ben là, on rentre dans le dur et on lance la marketplace. Et quatrième étape, le lancement, évidemment, avec l'optimisation qui s'ensuit.
Alors, on est tous dans le monde produit, donc parlons plus concrètement du produit Miracle. Le produit, c'est une plateforme marketplace SaaS qui permet donc à des organisations B2B et B2C de créer et développer leur marketplace. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a deux parties dans le produit cœur de Miracle. Un accès pour les marketplaces qui va permettre à un Conforama, par exemple, de gérer son catalogue, gérer ses vendeurs, contrôler la qualité de ses vendeurs, gérer les avis notes, etc., etc. Donc, on a toutes les fonctionnalités nécessaires pour que la marketplace gère ses ventes marketplace. Et on a le pendant, bien sûr, au niveau des vendeurs marketplace. Ce sont donc les entreprises qui détiennent les produits et qui vont les positionner sur une marketplace comme Conforama. Et ces vendeurs doivent aussi pouvoir gérer leur catalogue, leurs inventaires, leurs prix, leurs services clients, etc., etc. Donc, il y a énormément de fonctionnalités dans le produit corps de Miracle avec ces deux volets-là, côté marketplace et côté vendeur. Alors, avant de passer au bourbier, est-ce que vous seriez capable de pitcher Miracle à vos parents? C'est bon? Alors, je crois que vous ne pouvez pas intervenir en live, mais n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Est-ce que ça vous paraît clair? Ah, ça tape, ça tape. Peut-être, Amandine, du coup, pour qu'on comprenne bien, donc, Facile. Marketplace, c'est un tiers, enfin, c'est un ensemble de tiers qui sont vendeurs et qui discutent en direct via votre produit avec des acheteurs potentiels, hein. On est bien sur ce Exactement. double. En fait, le concept de marketplace, c'est très intéressant pour les e-commerçants parce que ça leur permet de monétiser leur trafic. Des marques comme Conforama, Darty ont déjà une très forte connaissance auprès du public B2C. Ils ont beaucoup de trafic sur leur site et ils vont permettre à des vendeurs tiers de positionner leurs produits sur ce site-là. Donc, c'est la monétisation de leur trafic et ça leur permet aussi de diversifier leur assortiment produit, ce qui leur permet de garder davantage de clients et de vendre plus. Pour donner un exemple concret, si vous meublez votre salon, vous cherchez un canapé et une table basse, sans marketplace, vous allez peut-être trouver la table basse parfaite sur Conforama, mais le canapé sur un autre site. Et dans ce cas, vous allez peut-être ne pas acheter sur Conforama. Avec une logique de marketplace et la diversification de l'assortiment, il y a beaucoup plus de chances que vous trouviez chaussures à votre pied sur le même site, qui est celui de Conforama. Ok. Et du coup, c'est une techno qui vient de se plugger à votre e-commerce ou vous créez un produit de bout en bout différent? Ah, très bonne question. Alors, c'est pour nos 300 clients, ils ont déjà un site e-commerce parce que la plupart d'entre eux ont déjà des ventes e-commerce en propre. Et donc, la plateforme Miracle peut se connecter à l'ensemble de leurs solutions e-commerce. On a des connecteurs auprès des grandes solutions e-commerce, les Magento & Co. Voilà. Donc, les connecteurs sont gérés par Miracle, mais on ne développe pas le front, on se connecte au front déjà existant de nos clients. Ok. Et du coup, qui dit connecteur, dit API. Je pense qu'en petit à petit, on va glisser vers notre sujet. Et en plus, ça a l'air très clair parce que tout le monde répond oui, très clair, limpide, top. Magnifique. Bah, écoute, je pense que le travail d'évangélisation est fait. Ça, c'est génial. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer le virage de Miracle vers l'API et tout ce qui s'en est suivi, puisqu'a priori, il y a eu quand même quelques difficultés. Oui, tout à fait. Oui, parce que l'idée, c'est de présenter un bourbier. Donc, je ne suis pas là pour présenter quelque chose qui s'est hyper bien passé du tout début à la fin. Donc, c'est parti. Je vais avoir besoin de vous parce que l'idée de cette présentation, le bourbier, c'est de le présenter en tant qu'étude de cas. Donc, vous puissiez vous mettre dans les bottes de deux types d'utilisateurs. Premièrement, nous, Product Director et Product Manager côté Miracle, que vous compreniez notre problématique. Et deuxièmement, celle de nos utilisateurs. Donc, full empathie dans les prochaines slides. C'est parti. Oups. Déjà, deux éléments de contexte nécessaires pour commencer à créer cette empathie. De quel produit on parle? Je suis Product Director sur Miracle Connect, qui est l'un des 4 produits Miracle. Donc, qu'est-ce que c'est Miracle Connect? C'est un produit qui permet aux 300 marketplaces de Miracle de booster leurs ventes en recrutant facilement des vendeurs de qualité. On s'est rendu compte, après 10 ans d'installation de marketplace, de lancement de marketplace, qu'une difficulté qui fait que les ventes ne décollent pas assez vite chez chacun de ces marketplaces, c'est qu'elles n'ont pas l'habitude de recruter des vendeurs. Et recruter des vendeurs, ça prend du temps. Gérer la qualité des vendeurs, ça prend du temps. Donc, l'idée de Miracle Connect, c'est que Miracle Connect recrute des vendeurs dans la plateforme Miracle Connect pour que les 300 marketplaces arrivent à les recruter très facilement.
Donc, c'est ce que vous voyez ici. On a Miracle Connect qui se positionne au centre entre des milliers de vendeurs et nos 300 marketplaces. Et Miracle Connect, plus concrètement, il y a 2 parties à cette équipe. On a une équipe business, donc concrètement des recruteurs de vendeurs, des sellers recruteurs qui identifient et qui recrutent des vendeurs dans Connect. Et on a la partie produit, qui est donc un produit Miracle Connect qui permet déjà de matcher les vendeurs et les opérateurs, donc de les mettre en relation et de les faire discuter ensemble pour qu'ils décident de travailler ensemble. Et après cette décision de travailler ensemble, l'objectif, c'est de leur permettre de travailler ensemble très vite, sans friction. Le KPI, je le mets ici parce que c'est très important. Je reste convaincue qu'une équipe produit doit se positionner comme équipe business. Donc, quel est le KPI, l'indicateur qu'on cherche à optimiser chez Miracle? On veut créer des ventes incrémentales grâce à Connect chez nos 300 marketplaces, grâce à ces vendeurs qui sont dans Connect. Donc ça, c'est le contexte produit. Plus concrètement, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de gestion de commandes agrégées dans Miracle Connect. Alors, la feature, qu'est-ce que c'est? On a une demande de feature qui est répétée, qui est qu'en tant que vendeur, l'un des milliers de vendeurs, vous avez vu sur la gauche, ou plusieurs, beaucoup de ces milliers de vendeurs, en tant que vendeur, je souhaite pouvoir gérer mes commandes de toutes mes marketplaces Miracle à un seul endroit. Donc ça, c'est la demande d'origine. Besoin. Pardon, vas-y. Le fameux besoin. Oui, tout à fait. C'est le besoin exprimé. L'équipe qui est impliquée, Product Director, Product Manager, Designer, Engineering Manager et bien sûr les Engineers, donc les développeurs. Et un élément de contexte important pour à la fois l'équipe et le produit, c'est que c'est un produit qui est plutôt récent, Miracle Connect. Il a été lancé en 2019 et même l'équipe est très récente. Historiquement, il n'y avait pas vraiment de produit sur Miracle Connect et l'équipe produit s'est vraiment formée début d'année dernière. Donc, c'est assez récent tout ça. Dernier élément de contexte hyper important, c'est l'ADN de l'entreprise. Parce que Miracle Connect n'est pas un produit stand-alone, on fait partie de Miracle. Et l'ADN de l'entreprise, les 2 éléments qu'il faut que vous ayez en tête pour cette étude de cas, qualité et expérience utilisateur irréprochable et scalabilité, sécurité. Voilà le contexte. Donc, j'espère que vous avez réussi à vous mettre dans les bottes de nous-mêmes, c'est-à-dire Product Director, Product Manager, devant cette expression de besoin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Première question, quelle solution on propose aux utilisateurs? Je vais vous montrer ici ce qu'on a fait au départ et je vous préviens par avance, je vais vous demander du coup, suite à cette présentation, de donner vos idées sur ce qu'on aurait dû faire ou ce qui n'a pas marché. Histoire que ce soit un peu plus interactif. Donc, préparez vos claviers. Qu'est-ce qu'on a fait au départ? Au tout départ du tout départ, on a fait une page de gestion de commandes dans Miracle Connect, qui permet donc aux vendeurs de gérer ses commandes sur toutes les marketplaces Miracle, mais à partir d'une page. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Alors, plusieurs raisons. La première raison, c'est le réflexe page de toute équipe produit, en fait. Par défaut, on est aussi des utilisateurs de plateformes B2C, donc très vite, on a un réflexe qui est le réflexe page design. Deuxième raison, c'est que c'était une feature qui était très simple à sortir. On se sentait dans notre zone de confort à 200%. Pourquoi? Il y a des écrans extrêmement similaires, à peu près le même, qui sont déjà disponibles sur tous les back-office Miracle, évidemment, la gestion de commandes. Donc, il n'y a pas besoin de user research, on a des pages qui existent, on a des feedbacks utilisateurs. Deuxièmement, c'était une collaboration très classique, là aussi, zone de confort organisationnel entre PM, design et l'équipe engineering. Et c'était facile à sortir. C'est-à-dire qu'on nous dit dès le départ, bon, bah, c'est facile, c'est quelques mois de dev, ce sera easy. Résultat de tout ça, très faible utilisation de la page. Donc, je ne peux pas vous donner les chiffres précis, mais retenez que l'objectif n'est pas atteint. La page n'est quasiment pas utilisée. Donc, première question. À votre avis, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a une utilisation quasi inexistante? Ah, ça tape déjà. Peut-être juste une petite question en attendant pour toi aussi, Amandine. Est-ce que vous avez foncé bien en tête, hypothèse, on pousse cette page-là suite aux besoins, comme tu le dis, ou est-ce que, et là peut-être pour des raisons purement liées au webinar,
vous avez pas proposé autre chose? Enfin, est-ce que ça a été vraiment le seul réflexe ou il y en a eu d'autres quand même? Vous avez posé d'autres hypothèses et vous avez vite abandonné aussi? Non, à ce moment-là, on a direct ce réflexe-là. Alors, ok. Alors, pour être tout à fait transparente, je préfère le préciser. Cette page, elle a été lancée avant que j'arrive par l'équipe produit. Donc là, je me fais la voix de l'équipe produit. Je n'ai donc pas tout le détail des scénarios qui avaient été envisagés à cette époque. Ouais, donc, je suis prudente sur ma réponse. Alors, on nous dit, pour que tu aies un peu les réponses, Eric nous dit besoin de se connecter sur le BO pour voir. Thomas nous dit pas de filtrage par marketplace. Et Eric rétorque comment a été fait la partie tech. Alors, besoin de se connecter sur le BO pour voir. Pas de filtrage par marketplace et comment a été fait la partie tech. Alors, pas de filtrage par marketplace, c'est possible de filtrer par marketplace ici, tout à fait possible. J'ai besoin de savoir quelles actions j'ai à réaliser pour satisfaire mes clients. Message, retour, pas d'une liste avec les commandes, peu importe leur statut. Oui, c'est vrai. J'ai besoin de... C'est intéressant, Rémi. J'ai besoin de savoir quelles actions j'ai réalisées pour satisfaire mes clients. Pas d'une liste avec les commandes. Ok, c'est intéressant, ça aurait pu être cette origine. Alors, il se trouve que ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Pour rappel, on a lancé une page order qui ressemble beaucoup à celle qu'il y a déjà dans les back-office Miracle, sur lesquels on avait déjà beaucoup de feedback. Donc, du coup, c'est pas tant... Le sujet, c'est de ne pas trouver les bonnes infos sur la page. Donc, ce n'est pas une limitation fonctionnelle? Non, c'est pas ça. Et comment a été fait la partie tech? On a récupéré, on s'appelle Miracle, donc on a récupéré les informations sur les différentes API de chacune des marketplaces pour les centraliser dans Connect. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais alors là, on n'a pas considéré Connect comme un produit à part. Oh là là, ça pop. On propose pas d'intégration avec le SI du marchand, nous dit Eric. Intéressant. Ouais, un truc plus on commence à se rapprocher. Alors, Nicolas dit carrément ça ne couvre aucun real use case, ce qui aurait pu être le cas. Les données ne sont pas remontées en temps réel, propose Thomas. Si, elles sont remontées en temps réel. UI de la page trop similaire avec d'autres pages, ça pourrait, mais ce n'est pas le cas non plus. Ce n'est pas un sujet de design. Oui, mais du coup, on a un front et une API pour l'interfaçage back. Non. Pas vraiment. On a pris des shortcuts pour s'appeler Miracle. Ah, il y a trop d'infos, potentiellement. Pas d'état des lieux. Il y a trop d'infos, c'est pas ça non plus, mais je vous propose de passer. Je pense que vous avez tous eu le temps de réfléchir. Donc, il y a plusieurs pistes qui ressortent de vos messages. Merci d'ailleurs. Il y a, est-ce que la page a assez d'informations ou trop d'informations? Donc, c'est un peu le contenu de la page. Deuxième piste que vous donnez, c'est les fonctionnalités. Donc, est-ce qu'on peut faire les bonnes actions? Est-ce que c'est priorisé dans le bon sens? Troisième piste que vous donnez, c'est UI de la page trop similaire avec d'autres. Donc, est-ce que du coup, on est un peu perdu vu que ça ressemble à d'autres fonctionnalités? Donc, tous ces points-là, ça pourrait, mais ce n'est pas le cas. En revanche, celui qui se rapproche le plus, je crois que c'est Eric qui a évoqué pas d'intégration avec le SI du marchand. Pas mal ce petit jeu, n'est-ce pas Mathilde? C'est pas terminé. Donc, du coup, c'est parti pour la réponse. C'est pas loin du fait de... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, non, excusez-moi. Avant ça, on va faire un autre petit jeu très rapide. Mettons-nous à la place de ces vendeurs. Donc, nous avons des vendeurs qui sont sur plusieurs marketplaces. C'est quoi un vendeur? Vous avez une entreprise, vous lancez votre entreprise qui s'appelle Lamp & Co. Donc, vous vendez des lampes sur une dizaine de marketplaces. La première chose que vous faites, c'est lancer votre propre site e-commerce. Et vous vous rendez compte que c'est la guerre pour être visible sur Google. Vous n'y arrivez pas, vous ne vous en sortez pas. Vous dites, OK, j'ai mon site, mais il ne me sert pas à grand-chose. Donc, je vais commencer à vendre sur des marketplaces. Par quel marketplace vous commencez? Bonne question. Celle qui a le plus de trafic, non, j'imagine, ou qui correspond à notre... Yes, par Amazon. Donc, vous commencez par Amazon, ensuite par eBay, ensuite par Rakuten, ensuite par toutes ces grosses marketplaces qui sont dans le paysage depuis très, très longtemps et qui ont le plus de trafic. Et par ailleurs, les marketplaces Miracle n'existaient pas encore. Donc, du coup, je commence par ces marketplaces-là et ensuite, je développe mes ventes sur Conforama, sur But, sur Leroy Merlin, qui sont des marketplaces Miracle.
Ok, je suis toujours ce vendeur. Je me pointe dans mon bureau le matin, je prends mon café à 9 heures et là, je dois expédier mes commandes. Qu'est-ce que je fais en fait? Que je consulte ma liste de commandes, mais c'est une liste quoi? C'est une liste, je vais sur chacun des back-office pour consulter mes commandes. Enfin, qu'est-ce que je fais? Bah, pas le choix, non? J'imagine que c'est le parcours initial. Eh ben, en réalité, non, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui permettent de centraliser toutes les commandes de toutes ces marketplaces sur une seule plateforme. Ce que je veux, moi, en tant que vendeur, je vends sur 10 marketplaces, je veux me connecter à une seule page sur laquelle j'ai toutes mes commandes pour arriver à attribuer chaque commande. Imaginez, j'en ai 200 par jour. Pour arriver à attribuer chaque commande à un transporteur. Ensuite, je vais dans mon entrepôt, je mets les produits dans les cartons, les bonnes étiquettes sur les cartons, et le transporteur vient chez moi dans mes entrepôts pour récupérer les cartons et les expédier. Donc, tu as des solutions SaaS qui ont agrégé toutes ces marketplaces, enfin, l'ensemble des API de marketplace pour tirer les datas et sur une interface. Exactement. Et c'est tout à fait logique dès qu'on se met dans les bottes de ces vendeurs multi-marketplace. Ce serait absolument ingérable pour eux, surtout que je vous parle de 10 marketplaces, on a des vendeurs qui sont sur 200 marketplaces. Ce serait ingérable pour eux d'aller se connecter sur chacun des back-office et expédier leurs commandes de manière séparée sur chacun des back-office. Donc, en fait, la réponse au fait que ça n'ait pas fonctionné, elle est très simple, c'est qu'on n'avait effectivement pas le bon use case. Le use case n'est pas « je suis vendeur, je vais gérer mes commandes Miracle de toutes mes marketplaces Miracle à un seul endroit ». C'est en tant que vendeur, je veux gérer toutes mes commandes, toutes marketplaces confondues, Miracle et non Miracle, à un seul endroit. Donc, du coup, la solution, ce qu'on a fait ensuite, c'est évidemment le fait de leur permettre de le faire sur une page de gestion de commandes, mais sur des plateformes de partenaires. L'exemple que vous avez ici est ShipStation, qui est un gros acteur américain. Il y en a beaucoup de partenaires de ce type-là qui s'appellent des shipping aggregators. Donc, c'est quoi l'approche exacte? Déjà, utilisateurs, ce sont des vendeurs multi-marketplace sur des marketplaces Miracle et non Miracle. Donc, pour créer cette empathie en tant qu'équipe produit, on a créé des Leave My Sellers Live. Simplement, on ne les connaissait pas très bien, ces vendeurs multi-marketplace. On allait les voir et on a fait des entretiens de user research, pas du tout sur les commandes. On leur a posé plein de questions. Vraiment, vous arrivez au bureau le matin à 9 h, qu'est-ce que vous faites? Et on avait un questionnaire de user research pour comprendre un peu quelle est la vie de ces mecs-là. Donc, on a identifié les bons utilisateurs et on les a compris. 2, on a remis le besoin, ce que je viens d'évoquer à l'instant, permettre aux vendeurs de gérer l'ensemble de ces commandes sur toutes leurs marketplaces, Miracle et non Miracle, à un seul endroit. C'est ça le vrai besoin. Troisièmement, on a redéfini l'interface, qui sont les plateformes qui permettent de centraliser la gestion des commandes sur toutes les marketplaces, ShipStation, SendCloud, etc. Et évidemment, la solution est une API. Il y a bien une raison pour laquelle ce bourbier s'appelle API First. C'est effectivement une API. Nous, en tant que Miracle Connect, on doit effectivement faire une interface, mais ça n'est pas une page, c'est une API pour permettre de remonter sur ces plateformes de partenaires les commandes des marketplaces Miracle. Et plutôt que le partenaire ait à se connecter à chacune des marketplaces one-to-one, on a quand même 300 marketplaces chez Miracle, eh bien, grâce à Connect, il peut se connecter une fois et avoir accès à toutes les marketplaces Miracle. Et du coup, alors on a une petite question de Eric. Est-ce que c'est une API bidirectionnelle? Qu'est-ce que tu entends par là? Il va nous écrire. En tout cas, peut-être aussi une push and pull de data. Est-ce que vous tirez de la data et est-ce que vous poussez de la data différente? C'est même toi qui devrais répondre à cette question, Eric. C'est-à-dire que ça dépend de tes use cases. Par exemple, les 3 use cases principaux qu'on a identifiés, c'est en tant que vendeur, je veux lister mes commandes. Donc, pour lister mes commandes, ça veut dire que le partenaire va interroger notre API pour lister les commandes du vendeur sur toutes ces marketplaces. Le deuxième use case, c'est en tant que vendeur, je veux expédier mes commandes. Dans ce cas, c'est une API sur la plateforme. Le vendeur va faire ce qu'on appelle son shipment, son expédition, et va le pousser dans nos API. Et le troisième use case, c'est en tant que vendeur, je veux accepter et refuser mes commandes. Et à ce moment-là, c'est une action qui est là aussi poussée dans nos API. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Eric, mais du coup, dans les deux sens. Il dit que c'est intéressant. Vous n'avez pas envisagé un shipping aggregator Miracle? C'est une très bonne question. Honnêtement, non.
Pourquoi? Parce que les shipping aggregators comme ShipStation, ils ont déjà développé des connecteurs sur 200 marketplaces. Surtout que lui, il est américain, par exemple. Donc, les marketplaces, c'est des Walmart, c'est des Bed Bath & Beyond, etc., etc. Donc, du coup, juste pour développer ces connecteurs, ça prendrait énormément de temps. Donc, on aurait pu, mais déjà, si on arrive à simplifier la gestion de commandes sur toutes les marketplaces Miracle, on sera déjà content. Il y a une remarque sur la gestion des référentiels qui a dû être complexe parce qu'effectivement, Exactement. là, on est sur des agrégateurs énormes, donc ça a dû être complexe, effectivement. Alors, ça dépend parce qu'en fait, on peut voir. Ah oui, ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez priorisé les types de vendeurs? C'est-à-dire? Est-ce que tu es parti que sur des gros vendeurs en te disant faut que ça fasse du volume? Par exemple, est-ce que c'est à partir, vous avez juste pris, on a 2 marketplaces Miracle et ça vaut le coup qu'il y ait l'API, ou est-ce que vous avez dit c'est à partir de 4 marketplaces Miracle que c'est un intérêt? Est-ce qu'il y a eu comme ça une priorisation de la typologie de clients Enco? Eh bien non, parce que justement, notre utilisateur ici n'est pas le vendeur. L'utilisateur, ce sont les plateformes. Donc, ce qu'il a fallu qu'on priorise, c'est plutôt les partenaires auxquels on veut, avec lesquels on souhaite avoir un connecteur. Donc, ce qu'on a priorisé, c'est les partenaires et pas les vendeurs. Les vendeurs, ce qu'on a priorisé, c'est des vendeurs multi-marketplace. Cette feature, elle n'a de sens que pour des vendeurs multi-marketplace. Un vendeur on a des marketplaces assez spécifiques. On a des marketplaces de cavistes, par exemple, sur lesquels les vendeurs sont des cavistes pour vendre du vin. Eux, ils sont mono-marketplace. C'est pas notre cible. Très clair. Et du coup, les références, comment vous avez géré les références et référentiels du coup liés à tout ça? Alors, c'est un sujet. Il faut savoir quand même que les 300 marketplaces Miracle, certes, il y a un peu de customisation, mais il y a quand même beaucoup de choses en commun, notamment les statuts. Donc, du coup, ça, déjà, ça nous a aidés. Pour tout ce qui est gestion du référentiel de statut, par exemple, côté ShipStation, c'est lui qui s'en occupe. Je prends l'exemple de ShipStation, il y en a plein d'autres. C'est simplement pour vous arriver à vous mettre dans les bottes d'un partenaire. Okay. Ok, alors du coup, je vous propose d'avancer parce que notre chemin de croix n'était pas encore terminé. Nous avons eu un deuxième sujet après celui-ci. J'espère que vous avez donc bien compris que là, à ce moment-là, on a pris la décision de designer, de faire une API, de ressortir une API. Deuxième question, comment est-ce qu'on design une API? Je vais vous expliquer ce qu'on a fait au début. Difficile chez vous. D'après ce que je crois que ça a été un sujet difficile chez vous. Oui, ça a été un sujet pas facile et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que qu'est-ce qu'on a fait au début? On a conservé des méthodes un peu historiques de la tech et de Miracle, parce que j'ai aussi travaillé dans d'autres boîtes précédentes et on avait exactement les mêmes sujets. Je pense qu'on est beaucoup d'entreprises à avoir les mêmes sujets. Pour la page, on avait les use cases et tout le côté produit qui était évidemment géré par le product manager. On avait un designer qui nous a fait bien sûr les prototypes de cette page et qui a donc permis à l'équipe de dev de pouvoir développer ces prototypes. Et on avait bien sûr les développements qui sont faits par les engineers, par les développeurs. J'ai rajouté co-construction parce qu'il y a une très forte cohésion d'équipe chez Miracle entre ces trois fonctions. Donc, du coup, il y a bien sûr, chacun n'a pas son précaré en disant « ouais, surtout, tu ne touches pas à mon périmètre », il y a toujours de la co-construction. Bon, alors c'est joli, mais pour une API, comment on fait ça? Donc, vous voyez, une API, c'est un bout de code ici, là. Donc, les use cases sont bien sûr le product manager, mais le design. Parce que le designer qui sait faire des prototypes sur des back-office, il ne sait pas designer une API. Donc, du coup, la décision qu'on a prise, et c'est marrant parce que je vous dis qu'on l'a prise, mais en fait, on ne s'est même pas rendu compte qu'on l'avait prise, c'est le fait que les ingénieurs, c'est l'équipe de dev qui allait nous recommander ce design d'API. Vous voyez le bout de code qui est à gauche, vous voyez bien qu'il y a certains nœuds, en fait. Ce n'est pas juste une liste d'informations sans organisation. Il y a énormément de questions à se poser sur un design d'API. Et le développement, évidemment, là aussi, ingénieur-développeur. Donc là aussi, co-construction constante sur ces API. Et pourquoi on a pris cette décision? Déjà parce que c'était là aussi zone de confort. C'est un mot que je vais beaucoup dire et je vous en reparlerai à la fin, c'est important. Donc, sujet connu et maîtrisé. Il y a des API de commande qui sont déjà disponibles partout chez Miracle, pour chacune des marketplaces. On reproduit des responsabilités historiques sur les API de Miracle. Il faut savoir que Miracle a grandi très, très vite. Donc, à l'origine, il n'y avait pas 20 product managers ainsi que des designers. Donc, c'est l'équipe core qui a co-construit, donc surtout l'équipe de développement, qui a construit les API au fur et à mesure sur Miracle.
il n'y avait jamais un problème de mais qui design les API, si vous voulez. Donc, on a reproduit ce qui existait déjà chez Miracle, et il y avait un très fort niveau de confiance de l'équipe. Donc, on annonce une date de sortie en novembre 2021. Résultat, no go pour la sortie des API en novembre 2021. Pourquoi ? En soi, on sort des API qui répondent exactement au use case. Lister les commandes, expédier les commandes, on arrive à répondre à ces use cases. Officiellement, ça marche. Sauf que l'expérience utilisateur, elle n'est pas du tout aux standards de Miracle, qui sont maintenant appliqués aux API. On ne s'était jamais posé la question avant, ou très rarement, de l'expérience utilisateur API. Je ne veux pas dire ça parce que toutes les API de Miracle, au moment où on les a construites, bien sûr qu'on s'est posé des questions, mais pas de manière aussi structurée. Et je vous donne un exemple. C'est un exemple très précis et concret de ce que ça veut dire que l'expérience utilisateur n'était pas la bonne. Quand je remonte une liste de commandes sur une plateforme partenaire, je veux voir en tant que vendeur la liste de mes commandes, mais j'aimerais bien savoir sur quel marketplace ces commandes ont été passées. Eh bien, l'ID de marketplace qu'on renvoyait, c'était un ID interne parce que chez nous, nos marketplaces sont identifiés par des environnements. Et donc, ça ressemblait à DRT-prod pour Darty. Donc, c'est un exemple très concret de « Ah, c'est sûr que ça marche parce qu'on répond au use case, mais l'expérience n'est pas la bonne. » Très clair. Est-ce que tu peux peut-être, Amandine, même si tu as donné beaucoup d'éléments et d'indices, rappeler du coup quel est l'utilisateur justement qui vit cette expérience? Parce que je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent de comprendre ça aussi. Alors oui, c'est justement le pivot qu'on a fait à ce moment-là, c'est de se dire, mais c'est qui exactement? Parce que, comment dire? Arrêtons-nous simplement sur ce résultat. On arrive là, mettez-vous dans les bottes de nous. Ça fait quelques mois qu'on développe une API. On avait dit au business que c'était novembre 2021. Donc, on a des personnes côté business qui attendaient cette release. Et là, on donne un no-go. Alors, qu'est-ce qu'on fait? No-go pour cause d'expérience utilisateur. Deuxième fois où j'ai besoin de vous, du coup, vous tous. Vous êtes dans nos bottes, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Oula, alors il y a beaucoup d'éléments. C'est vrai qu'il y a quelques questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors Dario fait une remarque. Il dit que Stripe, a priori, a eu le même problème que vous. Et après, il y avait une question d'Eric de nouveau. Est-ce que, et je pense que sa question, c'est est-ce qu'il y avait un PO/API? Donc on a compris qu'il y avait un PM dans l'équipe, mais du coup, est-ce qu'il avait peut-être de l'expertise, de l'expérience? J'imagine c'est dans le delivery d'API. Non. Non, on n'avait pas une équipe qui avait l'habitude de designer les API. Les use cases, oui, bien sûr, définir pourquoi est-ce qu'on fait cette API, quels sont les use cases auxquels on veut répondre. Les US avaient été bien sûr faites par les product managers, mais le problème, il n'est pas sur les use cases. Le problème, il est sur le design. La question, c'est qui fait les protos, l'équivalent des prototypes, des maquettes qu'on aurait sur une feature classique back-office. C'est ça la vraie question. Donc, la bonne question, ce serait plutôt, y a-t-il un designer dans l'équipe design qui sait faire des API? Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Vous retrouvez là, il y a une API que vous devez sortir, il se trouve que l'expérience n'est pas bonne, no go, qu'est-ce qu'on fait concrètement là? Est-ce que du coup, il y avait une question du coup des participants, c'est est-ce que les partenaires, ils vous guidelinaient là-dessus quand même? Parce que Oui, les partenaires, oui, on va y revenir, c'est pas évident. Mais oui, on avait fait valider par un partenaire la liste d'informations qu'on allait fournir au travers de cette API. Là aussi, on a fait valider les use cases et les US. On n'a pas fait valider le design de l'API. Donc, l'expérience utilisateur, on ne l'a pas fait valider. On panique. La démarche, on a pris un coup à toutes les étapes. Oui, mais c'est intéressant parce que, en fait, je pense que vous qui écoutez, donc je ne vous vois pas, mais je lis les messages. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont posées la même question. Le fait que l'API doit être considérée comme un produit, c'est quelque chose d'assez neuf. Et donc, on pourrait très bien se dire à ce moment-là, mais si on n'a pas la compétence en interne, très bien, allons la chercher en externe, recrutons un mec qui sait faire des API, voilà, ce serait génial. Mais sauf que cette compétence, elle n'existe pas en externe. Elle est extrêmement rare sur le marché. Un product manager et un designer qui sont capables de comprendre les besoins d'un développeur et de designer une API,
Il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est extrêmement rare. Et Donc là, on est face à un choix où on se dit, en tant qu'équipe, bon, eh ben, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas à l'aise, on n'est pas dans notre zone de confort. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas trouver quelqu'un qui est hyper à l'aise en externe parce que ça n'existe pas, quasiment pas. Et donc, on va tous apprendre ensemble. Alors, on va apprendre, on a besoin d'apprendre, il faut qu'on monte en compétence. C'est la première API, il y en a plein d'autres. Donc, il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne. Alors, je vais vous montrer, il y a plein de messages. On rencontre les utilisateurs en question. Oui, check. Effectivement, je vais en parler après. Mais en effet, première question, c'est qui sont les utilisateurs et quels sont leurs besoins à eux. Tout à fait. On utilise Swagger. Architecte API, oui, mais attention, parce qu'un architecte, son rôle n'est pas de designer une API. Un architecte, son rôle, c'est de designer l'architecture technique derrière l'API et pas de designer le payload de l'API. Aussi, plus maintenant, on se rappelle, on sait la culture app, on forme nos designers aux besoins. Tout à fait, ça pourrait être une piste, mais le design d'API est quand même extrêmement différent du design de back-office. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Mais, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Il y a déjà quelques pistes qui sont données en commentaire. Déjà, API as a product, c'est ça qu'on a fait. Use case product manager, et on doit définir un responsable pour ce design. On s'est posé la question, du coup, est-ce que c'est un designer à qui on demande de faire du design? Comment on fait? Et donc, il a été décidé que le product manager serait responsable du design de cette API. Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelqu'un dans l'équipe qui s'appelle Rémi, je ne sais pas si c'est le même Rémi en commentaire, mais qui nous a beaucoup aidé là-dessus, qui est Engineering Manager. Il a trouvé des frameworks de design d'API, et vous voyez, il faut se poser des questions. Whose, what, how, input, quel est l'output et quels sont les objectifs? Vous allez me dire, mais classique, easy. Bah, typiquement, l'exemple que je vous ai donné avec le DRT-prod, c'est un output qu'on n'avait pas défini. On n'avait pas dit, en termes d'expérience utilisateur, l'identifiant de la marketplace, on veut qu'il ressemble à ça. Donc, en fait, on n'avait pas fait chacune des étapes de ce design d'API. Et donc, globalement, on a fait un stop. On reprend une démarche produit à 100%. Donc, know what you don't know. On sait qu'en tant qu'équipe, on est en dehors de notre zone de confort. On s'arrête et on reprend. Je simplifie les lignes pour le mettre en mode étude de cas. Le cas est un peu plus complexe que ça, mais dans les grandes lignes, c'est ce qui s'est passé. Et donc, l'approche, ça a été cité. Alors, déjà, responsabilité design. Compétence spécifique design d'API très rare sur le marché. PM identifié comme responsable de ce design et on apprend ensemble. Identification de l'utilisateur. Donc, ça a été cité par Rémi. Ouais. Effectivement, c'est qui nos utilisateurs? Eh bien, c'est des développeurs et ce n'est pas des vendeurs. Donc, c'est des développeurs et ce n'est pas les développeurs de nos squads à nous, chez Miracle. C'est des développeurs qui développent des connecteurs avec des marketplaces chez nos partenaires. Donc, déjà, mettons ça au clair. N'importe quel... Enfin, il faut aller poser la question à ces développeurs-là de quels sont leurs besoins et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ce qui est mon point d'après. On a fait du user research. Donc, désolé pour les termes marketing, live my seller's life, live my developer's life. On s'en fout. Ce qui est important, c'est le concept derrière. On a créé des entretiens avec 6 entreprises qui étaient des partenaires, qui étaient soit des vendeurs qui se connectaient directement aux API de Miracle, soit des partenaires comme ShipStation, SendCloud, etc. On a demandé à parler aux développeurs, ce qui est déjà très difficile. Parce que quand on s'appelle Miracle, les gens ont tendance à pousser le CEO dans les calls. On ne voulait pas le CEO, on voulait le développeur. Et on leur a posé des questions sur quelle est leur expérience. Petit retour d'expérience là-dessus. On s'est rendu compte de 2 choses. Donc déjà, effectivement, le CEO avait tendance à prendre la parole dans ses entretiens. Donc, on a dû recadrer à partir du 2e entretien en disant « Attention, dès le départ, on vient parler aux développeurs, on veut l'expérience du développeur qui avait tendance à se mettre beaucoup en retrait. » 2e retour d'expérience qui montre bien qu'API as a product, ce n'est pas du tout ancré dans le monde de la tech. Eh bien, les développeurs, ils étaient très étonnés qu'on leur demande leur avis. C'est-à-dire que quand on leur demandait concrètement, pour une API, si tu veux gérer des commandes, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères une grosse API? Est-ce que tu préfères différentes API par use case? Qu'est-ce que tu préfères? Réponse systématique,
Bah, nous, on fait avec ce qu'il y a, en fait. Hein. Selon ce que fait la marketplace, on s'adapte. Donc, du coup, il a fallu qu'on trouve des questions beaucoup plus précises pour arriver à comprendre quel est le besoin de l'utilisateur. Donc, typiquement, mais concrètement, quelle est la marketplace avec laquelle tu préfères te connecter? Celle-ci, très bien. Celle-ci, mais pourquoi? Il faut Ah, mais parce qu'en fait, il analyser. y a différentes API par use case. OK, premier feedback. Et on a dû apprendre, nous, à sortir des feedbacks de ces entretiens. On n'a pas mis 4 semaines, hein, 6 entretiens, 6 heures, voilà. Et Parce du qu'il faut coup, rester pragmatique. Amandine, il y avait une petite remarque, et je sais qu'on en a un petit peu parlé, nous, en préparant cette intervention. C'était celle de Thomas. On forme nos designers aux besoins API des développeurs. Bon, là, vous appreniez avec le terrain, mais c'est intéressant, peut-être avec un peu de recul, justement. Qu'est-ce que tu en penses de cette remarque? Écoute, c'est une bonne question. C'est une bonne question. On a eu cette discussion avec le Head of Design à l'époque. Et on avait décidé que non, parce qu'on s'est dit que les critères de succès pour être un designer aujourd'hui, dans l'équipe Head of Design Miracle, ils étaient très différents de ceux pour être un bon designer d'API. Donc, en fait, on s'est dit, le gap, il est trop grand, en fait. Il faut une montée en compétences, mais... Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de donner cette responsabilité au product manager. Et l'autre intérêt que ça avait, c'est que ça permet aussi de pousser API first. C'est-à-dire que le product manager, il faut qu'il se pose la question. Et quand je dis product manager, je me mets dans le lot aussi. L'équipe produit doit prendre le réflexe de se poser la question, mais et si je faisais une API? Et comme on n'a pas ce réflexe ou qu'on ne l'a pas assez, ça permet en se penchant sur le design, de tous monter en compétence sur ce qu'est une API et développer ses réflexes. Mais bon, ça aurait pu être une solution. On n'a pas décidé de prendre ce chemin-là. Ok, top. Je te laisse peut-être avancer aussi. Oui, dernier point important, pas de date de sortie. Aucune date annoncée. Donc, c'est moi, là, en tant que product director, qui suis revenu voir le business en disant, warning, on s'est rendu compte qu'on était en dehors de notre zone de confort. L'équipe monte en compétence, trop d'incertitudes, donc je ne donne pas d'ETA. C'est une API sur laquelle on sait qu'on va essuyer des plâtres, donc pas d'ETA. Alors, donc ça, c'est la réponse qu'on a donnée. Est-ce que vous avez eu d'autres approches dans vos entreprises? Là, tu as évoqué, Martin, c'était intéressant. Est-ce que du coup, c'est les designers qui doivent monter en compétences? Est-ce que dans ceux qui nous écoutent, vous avez eu d'autres approches? Vous avez eu le même problème? Vous avez eu d'autres approches? Ah, ça tape, ça tape. C'est une question intéressante. Et justement, parce qu'on parle beaucoup du designer, mais aussi ton product manager, qui n'avait jamais travaillé sur des API, justement, est-ce que c'est pas lui aussi qui aurait pu monter en compétence, pousser cette démarche produit? Elle était poussée par un peu tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai pris cette décision toute seule, évidemment. À ce moment-là, on est très, je sais pas comment vous dire, cohésion d'équipe. On fonctionne très bien en équipe chez Miracle et chez Miracle Connect en particulier. Donc, du coup, ce warning, il était remonté par les engineering managers, par les product managers. Et donc, on sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Et quand la responsabilité a été donnée au product manager, bien sûr, ils avaient déjà travaillé un petit peu sur les API. Attention, ils n'avaient pas lancé aucune API, mais ils l'avaient lancé sans avoir cette démarche aussi poussée d'expérience utilisateur. Et donc, du coup, on savait qu'on n'était pas hyper à l'aise. Et ben, c'est-à-dire qu'on s'est engagé à apprendre ensemble, quoi. Je ne sais pas comment dire. J'aimerais bien vous dire qu'il y avait une formule magique, qu'il y avait une formation qui existait, qui était magnifique, donnée par Google sur le design des API. Eh bien non. Donc du coup, on a décidé d'apprendre ensemble. Yes. Et le fait que tu n'aies pas eu de temps estimé à l'arrivée de ATA, c'est passé au niveau de la direction, justement, parce qu'à un moment, tu as poussé ça. En général, ça ne plaît pas trop aux décideurs, quelque chose comme ça. Tout à fait, mais comme je vous le disais un peu avant, l'ADN de Miracle, c'est qualité, expérience utilisateur d'abord. Donc en fait, on ne poussera jamais une release si l'API n'est pas de très bonne qualité, et sachant que j'ai oublié un élément qui est extrêmement important, un back-office, quand vous lancez un MVP ou un MLP, Minimum Lovable Product, vous savez très bien que vous pouvez l'incrémenter et le modifier, il n'y a aucun problème. Donc, c'est très facile de lancer un truc, d'apprendre et d'itérer. Une API,
lorsque les partenaires sont connectés à votre API, ils ont développé un connecteur. Si vous faites des trop grosses modifications dans l'API, il y a tout qui pète. Donc, une fois qu'on lance une API, on ne peut pas faire de grosses modifications. On peut l'incrémenter, rajouter des infos, mais on ne peut pas modifier les termes ou les informations déjà existantes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, Miracle met l'accent sur qualité expérience utilisateur. 2, c'est encore plus clé sur les API que sur des pages de back-office, parce qu'on sait très bien qu'on va les garder pendant 5 à 10 ans et qu'on ne pourra pas les bouger. Il y a eu plein de remarques depuis qu'on discute là-dessus. Déjà, ils demandent pourquoi pas faire monter un PM, donc on a parlé, spécialisé en API, aux côtés d'un designer qui monte en compétences dessus. Donc bon, je pense que vous étiez contraint sur le plan du staffing et de la connaissance. Oui. Mais c'est une question, parce que là, je vous parle d'un sujet qui est encore en cours maintenant. Il est encore en cours tout de suite maintenant. Je vous parle d'un sujet très actuel. Il est possible que moyen ou long terme, on prenne cette décision. Pour l'instant, on conserve celle-ci. C'est déjà très bien qu'on ait pris une décision et qu'on avance. Et on verra par la suite s'il faut avoir un designer API ou s'il faut avoir une fonction spécifique en interne. On parle aussi de technical PM de temps en temps. S'il faut avoir une fonction spécifique là-dessus. Nous, on trouvait ça intéressant et je crois que c'est le CTO, Nagy, qui avait beaucoup poussé ça, que chacun des product managers monte en compétence sur les API. Que ce ne soit pas une personne à qui on fait appel à chaque fois en disant « Ah, design API, c'est lui », mais qu'en tant qu'équipe produit, on apprenne tous. Et Nicolas, une bonne remarque. Bon, il a l'air d'être dans une entreprise, contrairement à Miracle, ce que tu expliquais, qui est plutôt API first. Mais ce qu'il disait, c'est que l'ownership est toujours très fort côté dev, où on leur met en fait la responsabilité de la réussite d'une API, et que c'est un écueil qu'il a remarqué là-dessus. On avait le même, et dans mon entreprise précédente de la même manière. En fait, je pense que c'est le cas dans énormément d'entreprises. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu comme si on disait, par exemple, dire aux développeurs de la squad que c'est à eux de designer l'API utilisée par des développeurs autres qui ne font pas le même job, du coup. Ils ne développent pas du tout les mêmes types de sujets. C'est un peu comme comme faire tester une page de commande à la personne qui s'occupe des promotions chez un vendeur, quoi. C'est-à-dire que je tire peut-être un peu le trait, mais c'est pas la bonne cible. Ils ont bien sûr plein de bonnes pratiques. Évidemment, ils ont plein de réflexes. C'était hyper intéressant de co-construire avec eux ces API. Ils avaient des avis très riches. Mais je pense que ce n'est pas à eux de prendre cette décision, de porter cette responsabilité. Alors, il nous reste un peu plus de 10 minutes, pas trop dépassé. Je sais qu'il te reste quelques slides, mais il y a beaucoup de questions, donc je les donne, des questions très intéressantes. Notamment, est-ce que le PM, lors de la recherche utilisateur, était en binôme avec un développeur, ce qui est une bonne pratique. Oui, parce qu'on avait très peur, c'est la première fois qu'on faisait ça, donc on avait très peur, j'exagère bien sûr, mais on s'est dit, il y a peut-être des conversations qui vont partir sur des sujets très techniques qu'on ne maîtrise pas, donc évidemment, on était en binôme avec les engineering managers côté Connect qui ont été dispo et qui ont été très, très utiles, enfin qui nous ont beaucoup aidés sur les Live My Developer's Life. Et sachant que je veux désacraliser ce truc-là parce que on est parti dans ces entretiens en se disant, bon, on va être paumé hyper vite en tant que produit. Non, parce qu'en fait, les questions que vous posez à un développeur, c'est des questions que vous poseriez à un utilisateur de page aussi. C'est qu'est-ce que tu veux exactement? Alors, qu'est-ce que tu apprécies? Qu'est-ce que tu n'apprécies pas? Si je fais ça, qu'est-ce que tu en penses? Donc, les questions sont les mêmes. Donc, il faut désacraliser ce truc-là aussi. Ne pas se dire qu'il n'y a que des développeurs qui peuvent faire des entretiens avec des utilisateurs développeurs. C'est pas vrai. Ok, super intéressant et merci pour appuyer le terme. Et une bonne question de Thomas, il nous demande c'est quoi l'aspect le plus dur à saisir pour un PM ou pour un designer dans le design d'API, puisqu'on disait que c'était un sujet technique et justement il se dit si demain je suis PM ou je suis product designer, je veux monter en compétence sur ce sujet-là, c'est quoi qui va être peut-être le défi le plus important? C'est une très bonne question. Il a fallu que je pose la question à l'équipe, mais j'ai peut-être un exemple. On a eu un exemple quand on a repris le design, il y a eu une question sur les outputs. Donc, à quoi ressemblent les informations qu'on va en effet présenter aux partenaires et aux vendeurs. Et il y avait un sujet de à quoi ressemble le code des
orders. Les commandes, elles ont tout un ID, un identifiant, à quoi il doit ressembler. Et en fait, on avait pris une décision de format de code qui était difficile, a priori, à utiliser par un développeur, et qui était un UUID, pour ceux qui connaissent, désolé, je rentre dans l'ultra détail, et on s'est rendu compte que c'était plus facile d'avoir un ID qui était lié à la marketplace. Donc bref, ça, c'était un peu difficile à envisager et à comprendre en tant qu'équipe produit. Donc, parce qu'on a du mal à s'imaginer le code qui va être réalisé pour pouvoir aller utiliser cet ID qui n'est un ID que technique, en fait. Ce n'est pas un ID qu'on va montrer sur une page. Donc, c'est clairement un ID qui sera utilisé dans le développement du connecteur. Là, ça devenait un peu complexe. Ok. Autre question extrêmement intéressante d'Aurélia qui nous demande comment on ne tombe pas dans le mode projet quand on a des API comme ça qui sont assez fixes, tu le disais, dans le temps. Et du coup, tu as moins d'itérations. J'imagine que c'est ça la philosophie derrière la question. Excellente question. C'est effectivement le gros risque. En fait, il y a quand même un moyen. C'est que tu ne peux pas trop modifier ce que tu sors déjà. En revanche, tu peux sortir en lot. Donc, nous, typiquement, on va sortir une première version de l'API où on sait très bien et on assume très bien qu'il n'y a pas l'exhaustivité des informations. Mais ce n'est pas grave parce qu'on sortira après en fonction des demandes utilisateurs. Donc, le fait que tu ne puisses pas modifier ce qui existe déjà, tu peux, mais c'est quand même très contraignant. On préférait ne pas le faire. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des lots. Ouais, du coup, vous avez réussi à MVPiser votre API quelque part. Yes, tout à fait. Ah, ça c'est excellent comme question. Yes, qui pose une question. C'est quoi les critères de succès d'une API qui offre une bonne expérience utilisateur? Comment mesurez-vous? Donc, il y a une notion de KPI aussi derrière tout ça. Je pense que ça peut faire l'objet d'un webinaire à part entière, parce qu'en fait, il y a beaucoup de critères de succès et de KPI, donc je n'aurai pas le temps de vous en parler là en 5 minutes, mais je pourrais peut-être qu'il y aura un autre webinaire plus là-dessus, sur concrètement comment est-ce qu'on réalise une API. C'est bien, le DIMAT nous fait les invitations. On se reverra une prochaine fois pour parler des KPI de succès une fois votre API mesurée au long cours. Yes. Et puis, je pense que les critères de succès ne sont pas les mêmes selon les API, évidemment, parce que les use cases sont différents. Donc, je vous invite, si vous travaillez sur des API, à les designer, à les lister vous-même selon l'API que vous faites. Une API commande n'aura pas les mêmes critères de succès qu'une API catalogue. Je vous donne un exemple. Les API commandes fonctionnent beaucoup en unitaire, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle commande qui arrive, paf, elle remonte sur la plateforme du partenaire. Alors que des API catalogue, quand on veut updater des prix, eh bien, un critère de succès pour que le connecteur soit facile à faire, c'est le fait de pouvoir envoyer beaucoup de modifications de prix d'un coup. Donc, du coup, j'ai du mal à répondre à cette question parce que ça dépend vraiment du use case. Ok. Voilà. J'avance peut-être un petit peu? Vas-y, je t'en prie, parce qu'il nous reste 5 grosses minutes. Ce sera très rapide. On déborde en général, mais on va essayer d'être sérieux. Ce sera très rapide. 3 principales conclusions ou éléments à garder en tête. Premièrement, il faut apprendre API as a product. Il ne faut pas partir du principe que, évidemment, c'est un PM qui doit faire une API parce que product. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est des types de features à part entière sur lesquels tous les product managers ne sont pas forcément à 100% à l'aise. Donc, il ne faut pas partir du principe que c'est évident. Il faut apprendre. Nous, de notre côté, il y a une formalisation d'API, d'un espèce de walkthrough API as a product. Je fais du franglish, c'est magnifique, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout ce qu'on apprend sur cette API, on le formalise. On a d'autres API qui sont en cours de création et on essaie de partager au sein de l'équipe ces apprentissages pour qu'on essuie les plâtres une fois et pas à chaque fois. Deuxièmement, il faut la diffuser. Donc, il y a des formations de PM. Il y a déjà une qui a été réalisée par quelqu'un en interne, Miracle. Il y a des formations de PM Miracle Connect et d'autres PM qui vont être prévues sur les prochaines semaines. Elles n'ont pas encore été faites. Et il faut aussi ouvrir ces chakras. On va aussi faire intervenir un expert externe qu'on a fini par trouver. C'est en préparation. On aimerait bien, du coup, arriver à ne pas rester en clos, en univers clos Miracle avec nos apprentissages, mais arriver à les incrémenter avec les apprentissages d'autres personnes externes. Deuxièmement, il faut l'appliquer. C'est bien joli d'avoir une formation, mais dans l'application, quand on sait que c'est un sujet sur lequel toute l'équipe n'est pas 100% indépendant, il faut être sûr d'avoir le réflexe API. On se pose la question de l'API à chaque fois, sur chaque feature.
Et deuxièmement, lors du design d'API, on fait tous hyper attention. C'est-à-dire qu'en tant que product manager, product director, même le CTO regarde, les engineering managers, là, les prochaines qui vont sortir, parce que c'est des sujets qui sont importants, on va s'assurer qu'on n'a rien zappé. Donc, l'idée, c'est pas que ça nous prenne 6 mois de plus, évidemment, mais c'est juste que nous, on est tous impliqués et on participe, en fait, au design de ces API, en dernière validation, en challenge. Et enfin, de manière générale, sans parler, en sortant du sujet API, c'est know what you don't know. Le sujet API il peut être remplacé par d'autres sujets. Ça peut être travailler avec la data science, ça peut être plein d'autres sujets. De manière générale, c'est identifier les zones d'inconfort de l'équipe, trouver la compétence en externe si elle existe, et si elle n'existe pas, accompagner la montée en compétence de l'équipe et identifier un projet pour essuyer les plâtres avec pas d'ETA parce qu'on sait qu'on essuie les plâtres. Et donc ça, c'est le principal apprentissage, je pense, que moi j'ai fait en tant que product director sur ce sujet-là. Ouais, c'est top, hein, la prise de recul, elle est ultra intéressante parce que je trouve qu'il y a des sujets organisationnels, il y a des sujets de process et de méthodo, comme tu disais, de penser l'API comme un produit et de le traiter avec une vraie démarche produit. Et derrière, effectivement, plus une question culture philosophique en se disant, voilà, quand on ne maîtrise pas le sujet, on l'affronte, on apprend, on va peut-être failer une partie, mais on va beaucoup apprendre et on va progresser. Exactement. Et on ne l'aurait pas fait comme ça si on ne savait pas, s'il n'y avait qu'une seule API à sortir. Nous, on est devenu une équipe où on se pose la question de l'API à chaque fois. Donc, c'est API first, API as a product. Donc, du coup, on sait que ces apprentissages, ça vaut le coup d'essuyer les plâtres parce qu'après, on aura plein d'autres API et on n'aura pas besoin de le faire. Donc, et justement, peut-être ma dernière question, c'est est-ce que vous avez industrialisé ce mode de fonctionnement? Donc, comme ça, des sujets avec no ITA pour apprendre. Et également, dès que vous affrontez une API, est-ce que vous avez mis en place une démarche, un process produit pour penser à API as a product, enfin, et faire API as a product? Alors, pour la démarche No ETA, pour l'instant, c'est la seule qu'on a en cours. C'est-à-dire que cette API, déjà, il n'y a pas d'ETA. Donc, on espère que ce sera nos plâtres et que pour celle d'après, on sera plus à l'aise pour lancer, pour donner les ETA. Pour commencer. Deuxièmement, comment industrialiser? Ça passe par les formations, en fait. Les formations, et on sait très bien que la formation ne suffit pas. Il faut ensuite que nous, on soit tous, il faut qu'on soit hyper vigilants pendant les prochains mois, pendant qu'on monte tous en compétences ensemble, pour s'assurer que qu'on arrive à sortir des API de qualité. Et dans quelques mois, ce sera plus nécessaire. C'est-à-dire que tout comme c'est pas nécessaire d'avoir ce niveau d'attention sur la sortie de features qui sont des pages ou très fortes zones de confort, là actuellement, j'ai pas besoin de rentrer dans ces détails. Eh bien, dans quelques mois, j'aurai pas besoin de le faire non plus, le CTO non plus, les engineering managers non plus, sur les API. Ça prendra quelques mois. Excellent. Peut-être les dernières questions pour la fin. On en a une de Rémi. Est-ce que vous êtes passé de l'expérience mapping au service Blueprint pour rendre compte des parcours utilisateurs en intégrant le lien avec les API? Ah, intéressant, une question très design, très UX. Alors, très bonne question. J'avoue ne pas savoir ce qu'est le service Blueprint. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est ce qu'on appelle le payload, je pense, c'est ça? En fait, ouais, tu sais, le service Blueprint, c'est vraiment une expérience map, mais qui calque tous les liens avec ton back-end, en fait. Donc, ça permet de faire vraiment un mapping front, middle, back sur tout au long de l'expérience utilisateur. C'est un très bon point. Alors, sache que ce blueprint, il avait été réalisé au tout début du design de cette API. C'est-à-dire au moment où la responsabilité du design était côté équipe de dev. Donc, c'est pas la solution parfaite, tu vois, ça règle pas ton problème, ça. C'est pas ça ton problème, il est en amont. C'est-à-dire, c'est pas sur le comment faire et à quoi se relier, c'est vraiment sur concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Quel besoin et elle répond. Et même, on a compris qu'il y avait des sujets au niveau des utilisateurs, l'identité des utilisateurs. Alors, je me dépêche, désolée, mais parce que je dois vous dire aussi que Miracle recrute. Donc, j'utilise mes dernières secondes pour dire qu'on recrute. On recrute notamment dans mon équipe, mais aussi dans toutes les autres équipes. Et si vous voulez venir bénéficier de cette expérience sur les API First et as a Product, n'hésitez pas à nous contacter. Et il y a les liens ici vers notre tech blog et vers le site carrière. Donc, voilà. Désolée, je t'ai coupé, Martin, mais... Non, mais tu as raison. Et les bourbiers servent à ça aussi, mettre en avant les sociétés qui participent. Et Miracle, effectivement, est une belle boîte avec une belle levée de fonds, comme l'avait dit. Et j'imagine que les recrutements vont avec.
Donc, merci beaucoup. Ah, Guillaume qui dit, est-ce que... Oui, Guillaume, je ne sais pas qui tu es, mais sache que on est toujours intéressé, évidemment. Donc, beaucoup de monde te remercie pour la présentation. Évidemment, on va prendre une ou deux questions. C'est à mon tour de te remercier, Amandine. Merci beaucoup pour cette participation et pour tout ce travail. Vraiment, c'était ultra intéressant et très apprécié sur un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Comme tu disais, on est plutôt souvent sur les interfaçages et ça fait plaisir de parler un petit peu plus sur les sujets techniques et de voir qu'on peut les traiter en mode produit, comme tu le disais, et le placer en mode culture produit first. Donc, très, très cool. Merci beaucoup pour ça. C'est ultra, ultra apprenant. Et bah, j'espère que, comme on l'a dit, qu'on se reverra peut-être dans quelques mois, quelques années pour parler des résultats, de l'impact, des KPI liés à tout ça. Je pense que vous aurez plein de choses à nous raconter, que tu auras plein de choses à nous dire là-dessus. Donc, vraiment, au nom de toute l'équipe du Bourbier, du campus d'advisory, on te remercie. Je te remercie personnellement pour tout ça. Et bon, n'hésitez pas, venez participer. Et il y a d'autres product leaders qui sont attendus prochainement pour parler aussi de leurs problématiques. Donc, stay tuned, comme on dit. Il y aura encore plein de sujets. Et merci à Amandine. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et bon après-midi à tous. Ouais, merci. Au revoir. Bye bye. Merci à tous.